Concevoir une application est une chose facile. Depuis le temps, on sait faire. Et pourtant, toujours tardivement, nous découvrons que ce que nous faisions avant a un impact désastreux sur l'environnement. Aujourd'hui, il faut maintenant éco-concevoir. Ce changement, qui pourrait être une évidence, a pourtant des répercussions du PO jusqu'aux ops, ce qui démontre bien que c'est une préoccupation de tous. Mais alors, qu'est-ce qui change dans le dev? Faut-il passer à l'éco-code? Et surtout, quand est-ce que l'éco-conception sera la norme au point d'être juste de la conception? Pour répondre à ces questions brûlantes, je ne reçois pas idée fixe, mais il s'y connaît en arbre. Benoît, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Benoît, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas? Alors, je suis Benoît Latinier, développeur web et mobile depuis une dizaine d'années, avec parfois un peu d'ops aussi quand ça me passe sous la main. Et depuis 4-5 ans, je suis chez The Tribe, donc une boîte qui développe des produits pour plein de clients différents. Et depuis 2 ans à peu près, ils m'ont laissé pas mal de temps pour me former à l'éco-conception, parce que c'est un sujet qui intéresse en interne et qui m'intéresse énormément personnellement. Et du coup, me voici. Eh ben top. Alors effectivement, on se voit pour parler d'éco-conception. Est-ce que déjà tu peux nous faire un portrait, on va dire, grosse maille de ce qu'on met dans l'éco-conception versus une conception classique, enfin traditionnelle? Hey, c'est très très large. Déjà, on va rencontrer plusieurs termes. Souvent, on va rencontrer Green IT aussi, pas que éco-conception, et on va aussi rencontrer numérique responsable. Et il y a pas mal de barrières qui sont floues. Et donc, si on prend un peu ces 3 termes ensemble, on se retrouve avec, en gros, des développements forcément utiles. Donc, tout ce qui est inutile, il faut essayer de ne pas le faire ou de le jeter une fois qu'on s'est rendu compte que ça servait à rien. Des développements qui sont inclusifs, donc qui vont pas mettre à l'écart certaines populations de par leur handicap, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, enfin voilà, tout ce qui est inclusivité. Et il va y avoir aussi les impacts sur les choix des serveurs, où est-ce qu'on s'héberge, chez qui on s'héberge, nos fournisseurs, c'est qui, comment ils bossent, est-ce qu'eux sont un peu conscients des impacts écologiques. Donc voilà, c'est un petit peu essayer de prendre son produit, et enfin ce qu'on veut développer, et se dire, bah, si on prend toutes les étapes de ma conception, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus green possible, quoi. Ouais. Ce que je trouve intéressant dans dans toute cette démarche, c'est qu'effectivement on parle d'éco-conception, ce qui pourrait donner une idée surtout orientée écologie ou écosystème, un côté très protection de l'environnement et de la nature. Mais il y a une démarche qui va au-delà de ça. Tu as évoqué effectivement l'accessibilité, Mmh. tu as évoqué l'inclusivité, donc il y a quand même une démarche sociétale aussi qui est extrêmement forte. Et que c'est vraiment du coup quelque chose qui va au-delà, du coup, peut-être même que le terme éco-conception est peut-être du coup même encore trop restreint par rapport à ce que c'est en réalité, mais je trouve qu'il y a une vraie volonté de changement plus large que juste faire attention à ce que on n'abîme pas les arbres, quoi, au final, pour grossir le trait. Bah, ouais, c'est ça, parce que après c'est aussi une logique qu'on retrouve en écologie de plus en plus, c'est qu'on veut de l'écologie qui soit inclusive et qui soit pas que pour les Européens et les Américains, quoi. C'est-à-dire que cette écologie-là, qui est que pour les Européens et Américains, elle pâtit, elle fait du mal à tous les autres pays. Et du coup, c'est un peu le même concept, c'est-à-dire que si on fait de l'éco-conception juste pour nous, donc avec plein de guillemets, nos utilisateurs classiques, et, enfin nos 80% majoritaires, et nos devs, et ben on se retrouve avec des personnes qui vont être mises sur le côté, sur le bord de la route, et c'est toujours les mêmes personnes. Ça va être les personnes qui sont racisées, les personnes qui sont
qui sont pas cis, hétéros. Enfin voilà, donc on est toujours sur une logique d'inclusivité pour essayer d'amener tout le monde et que ça profite à tout le monde et que du coup ça soit pas clivant quoi, que ce soit pas une écologie de riches ou une éco-conception de riches quoi, en gros. Je me lance direct dans une digression par rapport au sujet, qu'on est quand même sur un podcast tech, mais je me lance direct dans une digression. Ça rejoint en fait, je crois que c'est une théorie qui est apparue dans les années 70 de l'écoféminisme, qui est qu'en fait le désastre écologique qu'on connaît aujourd'hui, la piètre place des femmes dans la société, tout ça en fait c'est issu du même problème systémique qui est en fait un homme blanc qui a une surexploitation de tout ce qu'il a autour de lui et que du coup on a pillé la nature, on a pillé du coup d'autres civilisations, d'autres pays. Enfin, tu vois, une espèce de démarche globale. Et donc, en fait, cette éco-conception, de ce que tu dis, c'est aussi essayer d'aller à l'encontre de toutes ces décennies, ou voire même ces siècles d'exploitation de tout, en fait. Ouais, bah, c'est essayer de remettre de l'égalité un peu partout, là où il y en avait pas pendant très longtemps et où il y en a toujours pas, faut pas se leurrer. On n'a toujours pas d'égalité, que ce soit homme-femme, et je parle même pas des autres minorités de genre enfin, il y a vraiment des inégalités à beaucoup d'endroits. Et puis si on parle en plus des différents pays, globalement, c'est encore notre écologie se fait encore au détriment d'autres pays. Quand on construit des voitures électriques en France, on n'a pas extrait le lithium chez nous, enfin, on n'a pas extrait le cobalt chez nous. Ça se fait dans des mines au Congo, avec du travail d'enfant, quasiment de l'esclavagisme. Et donc, c'est nous, la voiture électrique, elle est green, elle est verte, c'est de l'écologie, mais ça se fait au détriment d'autres populations. Donc, c'est essayer un petit peu de remettre tout ça d'aplomb. Et oui, l'écoféminisme, c'était un petit peu ça. Et dans l'écoféminisme, il y avait aussi quelque chose qui était ressorti, c'est que le combat écologique était globalement porté majoritairement par les femmes, et depuis très très longtemps. Et du coup, c'était un petit peu aussi pour essayer de mettre ça en avant et de dire bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour qu'il y ait une écologie globale quoi, de tout le monde. Ouais. Tu parles de la voiture électrique qui effectivement chez nous est green, mais l'est pas en fait pour le reste de la planète. Et en fait, ça va même encore plus loin que ça. J'avais vu il y a, je crois que c'était à peu près deux ans, une étude qui était sortie qui expliquait que la voiture électrique, en fait, c'est encore un produit qui coûte cher, qui est du coup pas accessible à tous, et que donc tu as plus de voitures électriques dans des quartiers favorisés par rapport aux quartiers défavorisés. Les quartiers défavorisés, en plus, souvent sont quand même proches d'environnements industriels où déjà l'air est quand même moins pur que les endroits, les quartiers favorisés. Donc en fait, cette voiture électrique, elle fait que les endroits favorisés, du coup, ont de l'air qui est encore plus frais qu'avant et que les autres ont toujours les mêmes problèmes. Que les quartiers favorisés bénéficient aussi d'un endroit qui coûte à moins de pollution sonore, parce que du coup, une voiture électrique, elle fait aussi beaucoup moins de bruit. Et que donc, en fait, ça creuse aussi au final encore plus un gap entre... alors, on parle plus de classe sociale de nos jours, mais tu as quand même du coup à nouveau un gap qui se creuse encore entre des catégories de quartiers ou d'environnement, quoi. Ouais, carrément. Et puis au-delà de ça, si on parle de la voiture électrique, même ça, c'est une écologie un peu de façade parce que on peut pas passer tous à la voiture électrique. Le problème, c'est de la sobriété énergétique et passer d'une thermique qui fait 2 tonnes à une électrique qui fait 2 tonnes, on va consommer autant d'énergie, enfin, de façon différente. Mais c'est pas ça qui va régler le problème. Je crois que c'est Jean-Marc Jancovici qui dit dans certaines de ses interviews, la voiture du futur, c'est le vélo électrique en fait. Faut se mettre ça en tête. C'est effectivement bien résumé. Alors du coup, pour essayer de revenir au sujet d'origine, parce qu'on est quand même sur un podcast tech, on est censé parler dev ici, même si la conversation est très intéressante. Du coup, de cette logique d'éco-conception, donc on a évoqué le fait que l'éco était peut-être trop restrictif. Est-ce que la partie conception aussi, elle est trop restrictive? Parce que moi, de ce que j'en comprends, il y a quelque chose qui est quand même qui est très global, qui va du PO jusqu'aux ops. Il y a aussi du coup une notion de production. Est-ce que du coup cette partie conception, c'est pas se limiter juste à essayer d'imaginer quelque chose qui est éco-responsable, alors qu'il faut aussi produire quelque chose d'éco-responsable? Bah, je pense que conception, c'est un mot un peu valise où on a la chance de pouvoir mettre ce qu'on veut dedans. On peut concevoir un produit, on peut concevoir du code, on peut concevoir une infra. Et du coup, à peu près toutes les étapes, on peut se dire que c'est de la conception.
Donc dans ce sens-là, je trouve que le mot il est pas trop mal choisi, quoi. Ça permet de se dire, enfin, moi personnellement, je crée, enfin, je conçois du code plus que je code tout court. C'est un peu dans la logique du craftsmanship. C'est un peu de l'artisanat, tout ça, c'est de la conception, quoi. C'est pas juste écrire des lignes de code, quoi. Donc je pense que ouais, le terme est quand même de conception est plutôt adapté. Mais Ok. par contre, il faut que l'éco-conception soit pas le domaine des développeurs ou le domaine des PM ou le domaine des ops. Il faut que tout le monde s'implique sur cette chaîne de valeur, quoi. Quelle est du coup pour toi la première étape? L'éco-conception, ça commence où et ça commence par quoi? L'éco-conception, pour moi, ça commence par déterminer qu'est-ce qu'on développe et pourquoi on le développe. Si on ne sait pas ce qu'on développe, on va développer un truc qui sert à rien. Et si on ne sait pas pourquoi on le développe, bah, pareil, ça va servir à rien. Et le premier concept de l'éco-conception, c'est un peu comme dans le zéro déchet, c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et ben c'est pareil pour le produit, le produit qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne produit pas. Et du coup, c'est vraiment, pour moi, l'étape la plus importante, c'est se dire, bah, au tout début, quel est mon objectif? Quel problème je veux régler? Est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que j'ai des utilisateurs en face qui ont vraiment ce problème? Ma solution, est-ce qu'elle va vraiment régler leur problème? Et donc, c'est toute cette partie de recherche utilisateur et du UX qui est essentielle pour s'assurer qu'on va développer quelque chose qui sert, quoi. Et pas juste s'amuser avec un petit joujou qui va polluer au final, pour rien. Donc ça veut dire que dans cette démarche de conception, il y a comme dans cette première étape, en tout cas, il y a cette réflexion de est-ce que ce que je vais faire va vraiment servir? Mais donc j'imagine que ça nécessite quand même des rencontres utilisateurs, un ensemble de réflexions et d'analyses. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu peux décider au final seul dans ton coin. Il y a quand même un travail collaboratif à avoir autour de ça. Ouais, là, ça, c'est du métier du UX designer, et bon, c'est pas du tout mon métier, donc un UX designer en parlerait sûrement mieux que moi. Mais oui, c'est essentiel pour concevoir des interfaces et des produits, c'est de savoir est-ce qu'ils vont être utilisés, est-ce qu'ils vont servir à quelque chose, comment ils vont être utilisés, parce que ça permet après de concevoir le meilleur produit, quoi. Et une façon simple de tester ces produits, c'est pas de développer, c'est de prendre des petites feuilles de papier avec des écrans et leur dire, bah, si on vous propose ça, est-ce que vous l'utilisez? Comment vous l'utilisez? C'est quoi les problèmes? Et parfois même, on peut se rendre compte que en fait, c'est pas du numérique dont on a besoin. C'est juste, je sais pas, quand on veut compter des entrées dans un événement, le QR code, l'application et tout ça, en fait, c'est pas vraiment utile, hein. Il y a plein d'événements où juste il y a une boîte, des jetons, on compte les jetons à la fin, ça y est, on a compté les entrées. On n'avait pas besoin de sortir des téléphones, de développer des applications, d'imprimer des QR codes. Enfin, Ouais, parfois, le no-tech est tout aussi efficace pour régler un problème. ouais, carrément. Après, Euh, ça nous arrange pas, nous, en termes d'agence, ça nous arrange pas forcément, mais, ouais. mais on essaie quand même de pousser ces solutions quand c'est ça qui est le plus logique et le plus intelligent, parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que le client, bah, il ait la meilleure solution. Est-ce que du coup, ça veut dire aussi qu'il faut mettre en place un ensemble de sondes, de KPI, enfin, je sais pas, d'éléments de mesure qui permettent de voir en fait à quel point quelque chose est utilisé pour justement voir si ça vaut le coup de maintenir ou pas une solution. Mais du coup, la question, c'est pour toi, c'est jusqu'à quelle granularité qu'il faut descendre. Tu vois, par exemple, tu parles parfois entre guillemets, des features qui, en fait, qui sont très basiques, mais sur lesquelles tu n'as pas forcément d'enregistrement en base de données qui sont créés. Donc, tu n'as pas ce moyen simple de voir l'action qui est menée par un utilisateur. Est-ce que pour toi, il faut rajouter sur quasiment tout une espèce de tracking de ce qui est consommé ou pas, de manière à voir à quel point quelque chose est pertinent à maintenir? Alors oui et non, sur quasiment tout, j'ai envie de dire oui, mais est-ce que tu as vraiment tant que ça de features dans ton produit qui sont des entités à part entière? Je sais pas si c'est vraiment beaucoup. Mais je pense que oui, c'est intéressant de se dire, bah, en fait, combien de personnes ont cliqué pour rentrer dans cette partie de l'application, et est-ce qu'ils sont restés 1 seconde ou plus de 10 secondes, quoi. Et comme ça, tu vois déjà un premier indice d'utilisation. Et après, même une fois que tu as développé, ça t'empêche pas d'aller revoir tes utilisateurs et puis de faire ce qu'on appelle du shadowing. C'est tu te mets par-dessus leur épaule pendant qu'ils utilisent l'app, et tu regardes qu'est-ce qu'ils font pas. Est-ce qu'ils font des utilisations complètement alambiquées parce qu'ils n'ont pas compris comment ça marchait? Est-ce qu'ils font une utilisation complètement à côté de la plaque et en fait il te manque une feature? Est-ce qu'il y a des trucs qui servent à rien parce que bah,
ils ont pas compris ou ça leur sert pas. Enfin voilà, c'est là encore, je pense que retourner voir ses utilisateurs de temps en temps, c'est aussi important que de mettre du tracking, quoi. Ouais. En fait, l'exemple que j'avais en tête, un truc que j'ai déjà raconté ici, mais quand j'étais sur une ancienne, dans ma boîte précédente, donc c'était de la vente aux enchères d'objets d'art et j'avais créé tout un CSS, pour la version print du site, Mmh. pour que quand tu imprimes la page d'un objet, ça apparaisse, proprement sur une feuille A4 avec la photo qui est au bon endroit, tu vois? Parce que la mise en page sur une feuille A4 est pas la même que sur un écran, bien évidemment. Ouais. Et donc tu avais un CSS qui était adapté. Mais du coup, tu vois, ce CSS, c'est, quelques kilooctets en plus que tu rajoutes, sur ton CSS. Et tu vois, sur un cas comme ça, pour toi, il aurait fallu mettre un tracking sur le bouton imprimer pour t'assurer que les gens, tu vois, pour mesurer à quel point les gens l'utilisent et voir si ça vaut le coup de transmettre ces quelques kilooctets de plus? Alors, tu pris un cas qui qui va pas t'arranger. Globalement, le CSS de print est toujours conseillé parce que c'est un CSS qui est parfois utilisé par, des personnes qui sont justement en situation de handicap. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'imprimer le site pour avoir un truc pour vraiment, comprendre ce qu'ils lisent. Et puis c'est du print qui est parfois enfin, le CSS de print est parfois utilisé aussi par des devices, alternatifs. OK. Donc, il est tout le temps conseillé de le mettre. Et d'ailleurs, quand tu fais passer des audits, Lighthouse, enfin à peu près tous les audits, d'éco-conception et de performance, ils vont te dire enfin d'accessibilité, ils vont te dire de créer un CSS de print. Donc, pour le coup, oui, je le garderai. OK, je vois. Et alors du coup, question, entre guillemets «annexe», c'est que du coup, est-ce que l'intérêt de ce CSS de print, c'est parce que souvent quand tu imprimes une page web et que notamment il n'y a pas cette version print prévue, bah, en fait, tu te retrouves à imprimer 3 pages ou peut-être même 6 pages, parce que en fait, la mise en page fait que Parce c'est que le plus ou menu moins a été dégueulasse. modifié, tout ça. T'as des pages avec que des traits ou 3 chiffres, enfin, tu vois, qui servent à complètement rien. Est-ce que ce CSS print, il est aussi là pour te permettre de réduire, pour le cas où tu imprimes, la consommation en papier? Bah, clairement, c'est un objectif qu'on a, mais naturellement, j'ai envie de dire, quand tu fais un CSS print, tu penses aux pages. Parce Mmh. que c'est ça qui est chiant dans le CSS du print, c'est où est-ce que tu auras ton break page. Et du coup, tu penses ça autour de ça. Donc, même sans l'objectif d'imprimer moins, je pense que tu l'inclus de façon instinctive. Tu vas dire, bah oui, mon menu là qui fait une demi-page avec rien à droite et puis le contenu qui commence en bas, bah peut-être en fait quand j'imprime, je m'en fiche d'avoir mon menu, donc je l'enlève, je gagne une demi-page. Je pense que là pour le coup, la partie éco-conception est un peu naturelle. On le fait d'instinct parce que quand on imprime un truc, on n'a pas envie d'avoir 50 pages de toute façon parce que c'est désagréable. Tu as envie d'avoir l'information essentielle qui est vite accessible sur ta page Mmh. ou rapidement en tout cas. Alors du coup, dans cette démarche d'éco-conception, on imagine qu'on a effectivement réfléchi, aux bonnes features qui sont vraiment utilisées, et qui ont vraiment un apport, au service, global. C'est quoi, l'étape, suivante dans l'éco-conception? L'étape suivante, ça va être de commencer à designer et là, on est un petit peu encore sur la partie, trouver les bonnes features, mais ce coup-ci, on est sur, les faire correctement, pour qu'elles soient utilisées. Donc on peut un peu regrouper ça dans la conception des features. Et il y a, aussi à cette étape-là, en général, on n'y a pas trop pensé avant, mais toute la partie inclusivité et qui peut mener à de l'obsolescence de matériel. Donc essayer de faire en sorte qu'on ne va pas designer des features qui font complètement mettre de côté certains types d'appareils. Genre la navigation clavier, il faut qu'elle soit pensée, il faut que ça soit possible de le faire et aussi pas horrible à faire. Parce que bah, si les gens n'ont pas une navigation clavier qui est propre sur votre site, ça peut être handicapant. Bon, en général, ils vont juste se barrer, donc c'est pas. Mmh. Mais on les perd, c'est dommage. On les prive d'un service. Si notre service était vraiment ouf et il facilite la vie, ça veut dire que, bah, en fait, on les prive d'un service qui aurait pu leur faciliter la vie. Donc c'est une exclusion un peu en quelque sorte. Après, ça a un coût aussi de faire de l'accessibilité, mais c'est un peu un engagement social, quoi. Ouais. Du coup, voilà, il y a cette partie conception à voir, mais qui commence aussi, enfin, qui est entre le choix des features et la partie dev où il faut se dire bah, comment on dev ça aussi. Et ouais, sur la partie dev, il y a encore et toujours l'inclusivité parce que bah, il faut que notre truc. Donc la navigation clavier, classiquement, il y a des choses à faire en dev pour que ça se passe bien.
pour pas aller sur des cibles au clavier qui n'ont aucun intérêt et pour pas louper des cibles qui n'ont pas genre nativement quand tu as un lien ou un bouton, la navigation clavier va passer dessus. Mais parfois on utilise des liens et des boutons alors que c'est pas cliquable. C'est pas très conseillé, mais parfois c'est fait. Et parfois on utilise des choses genre des divs ou des spans et on va dire je veux pouvoir cliquer dessus, mais sauf qu'un clavier il va pas, enfin en navigation clavier, si on lui donne pas d'indication en plus, il va pas le voir. Et donc faut penser à ça correctement. Après ça en général il y a plein d'outils qui te disent attention tu fais un peu du pâté, ça c'est un élément interactif et puis en fait il te manque les petits attributs qui vont bien. Donc ça se fait assez bien. Et après d'un point de vue dev, ce qu'on va pouvoir travailler, ça va être les performances souvent. Parce qu'une application qui est éco-conçue, elle va être rapide. Parce qu'on va transférer moins de données, on va faire en sorte que l'appareil calcule moins de choses, donc qu'il affiche les choses plus vite. Donc d'un point de vue dev, si on veut pas spécialement réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'être éco-conçu, on peut prendre le raccourci en se disant c'est optimisé. Ok. Et du coup faire marcher son site en mode 4G, low network avec beaucoup en surchargeant son PC pour qu'il ait peu de bande passante CPU pour traiter sa page et puis si ça s'affiche bien c'est que c'est pas mal. Je vois. Pour revenir un petit peu plus en amont avant de parler de la partie performance, sur tout ce qui est notamment tu parles d'accessibilité, ça c'est quelque chose qu'il faut commencer à prévoir avant de passer au dev, une fois que tu as toutes tes features, de penser un peu à leur construction dans une démarche d'accessibilité. Il y a encore des projets qui ont tendance à le faire après, un peu en mode surcouche, de la manière qu'il y a des gens qui font leurs tests après, aussi en mode surcouche. Est-ce que pour toi, il y a cette accessibilité, ça doit se faire uniquement, enfin tu vois, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire à tout prix en amont, qu'on doit retrouver tout le temps, ou au final, si on le fait après, déjà au moins c'est fait et vaut mieux ça que pas du tout. Alors vaut mieux ça que pas du tout, forcément, j'ai envie de dire. C'est comme pour les tests, hein. Si on les fait après, ils vont avoir moins de couverture, ils seront peut-être moins pertinents, mais ils seront là. Donc ils nous auront pas aidés pour développer, mais ils vont nous aider pour la suite. Là c'est un peu pareil, on va avoir une accessibilité qui n'est pas forcément pensée de base, donc la navigation sera probablement moins fluide, moins agréable pour les personnes qui utilisent des appareils alternatifs. Mais elle sera quand même là, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est sûr que si on y pense avant, peut-être que on va réfléchir 2 fois avant de je sais pas, intégrer une vidéo interactive où on peut cliquer sur des trucs, quoi. Ou d'avoir des cibles interactives qui bougent. Là, je pense que en termes d'accessibilité, on est à la rue. Et si on veut rendre ça accessible après, il faut se lever de bonne heure et puis éventuellement, il va y avoir une grosse dégradation de service ou où on le rend même pas accessible parce que le billet d'entrée est trop dur, quoi. Et donc ça dépend. Sur une application un peu classique, je pense que faire l'accessibilité après, c'est pas trop compliqué. Et si on a pensé notre application correctement, il n'y aura pas trop de soucis à rajouter la brique accessibilité par-dessus. Mais c'est toujours plus judicieux de le faire avant, quoi. Ce que tu appelles, si on a conçu notre application correctement, ce sera plus facile à faire après. On parle de quoi? On parle d'architecture hexagonale, de clean code, ou on parle d'autres types de pratiques orientées éco-conception qui peuvent aider à ajouter la partie accessibilité a posteriori? Je pense surtout à la partie design, donc au front, faire en sorte qu'il soit pas trop compliqué. Moi j'aime pas de base, même je suis pas concerné par tout ce qui est handicap et tout ça, mais les fronts qui sont trop compliqués, qui bougent trop, je les aime pas. Et c'est parce que je trouve qu'il y a trop d'informations qui se mélangent. Et je pense que c'est un peu ça aussi quand on est sur des personnes qui ont des handicaps, la quantité d'informations, le nombre d'informations qui peuvent arriver à un moment donné, et la vitesse à laquelle les informations peuvent se déplacer, on va dire, s'il y a des choses qui se déplacent sur votre site. Et ça se fait de moins en moins, ça. Tout ça, en gros, c'est faire une page simple, enfin faire des pages simples. Ça rend après l'accessibilité beaucoup plus simple parce que il n'y a pas à repenser des usages complètement, parce qu'on s'était juste mis dans une optique, c'est des gens jeunes qui n'ont pas de problème de vue, qui n'ont pas de problème d'attention, qui n'ont pas de problème moteur,
Et forcément, un truc qui bouge et puis qu'il faut cliquer et les chasser avec sous-souris, ça passe. C'est un exemple idiot, hein, mais par contre, quand on a quelqu'un qui a des problèmes de vue, des problèmes de moteur, des problèmes d'attention, bah, tout ça, c'est atroce. Et donc, reprendre cet usage-là qui était complètement inadapté et l'adapter à quelqu'un qui a des défis, des handicaps, bah là, c'est beaucoup, c'est beaucoup de boulot, quoi. Enfin, c'est refaire une conception, en fait. Mais je pense que Et- c'est assez rare pour qu'on se dise il y a assez peu de reconception à faire sur une application classique. C'est dans ça que je dis que si on a bien conçu son application de base, si on a une application qui est standard, en général, il n'y a pas beaucoup de reconception à faire pour l'accessibilité. Tu parlais aussi tout à l'heure de navigation au clavier. Ouais. C'est presque aberrant pour moi en fait que ce soit pas en place la navigation au clavier parce que les devs majoritairement, comme on utilise plus notre clavier que notre souris ou notre trackpad au quotidien sur nos ordi, et du coup je suis étonné qu'un dev qui va tester ce qu'il vient de produire, quand tu as un formulaire, moi je prends l'exemple régulièrement. Un jour j'étais sur un grand site de e-commerce français pour acheter je sais plus quoi, et tu avais un formulaire en 2 colonnes, avec une colonne avec nom, prénom, adresse, et la colonne de droite, tu avais numéro de téléphone, email, mot de passe. Sauf que l'ordre de navigation, comme c'était créé avec à chaque fois TDTR, bah, je faisais prénom, adresse email, nom, numéro de téléphone, nom de la rue, mot de passe, code postal, confirmation du mot de passe. Là, tu vois, c'est inconcevable en fait de remplir un formulaire comme ça. Et je me dis que le dev qui a codé ça, bah, quand il testait son truc, il se baladait au clavier, pas avec sa souris sur son formulaire. Et tu vois, je comprends pas que ce truc qui est pourtant vachement utile pour, comme tu le disais, parce que il y a des appareils alternatifs qui vont utiliser ce genre de système pour aider des personnes en situation de handicap à naviguer sur une page. Je comprends pas que ce truc de base ne soit pas utilisé, enfin, soit pas implémenté naturellement par les devs qui sont plus au clavier qu'à la souris, quoi. Bah, je pense que c'est peut-être l'assertion de base qui est fausse, c'est que les devs sont plus au clavier qu'à la souris. Peut-être qu'il y a plein de devs qui finalement naviguent comme des personnes lambda. Et du coup, c'est ça qui fait qu'en fait, ils n'ont jamais pensé à naviguer au clavier. Ouais. Personnellement, je suis d'accord avec toi, hein. Je code sous Vim souvent, donc clairement, j'utilise beaucoup mon clavier et très peu ma souris. Mais c'est pas forcément le cas. En plus, on a de plus en plus d'assistance avec des IDE qui sont ultra complets, où en fait, on est plutôt avec la souris justement pour faire de la complétion de code et tout ça. Donc, on clique pour valider, pour refacto une partie. Il y a beaucoup d'interactions maintenant qui se font à la souris avec des IDE. Et du coup, la navigation, même si avant les barbus étaient très très clavier, maintenant il y a beaucoup de devs qui réapprivoisent leur souris, on va dire. Et je pense que c'est surtout ça, il y a plein de devs qui n'ont pas le réflexe clavier. Ouais. Ouais. Euh, du coup, quand on parle aussi de conception, est-ce qu'il faut qu'on envisage aussi la partie architecture, la partie ops, on va dire? Tu vois, est-ce que dès le début, il faut que tu envisages du coup plutôt du distribué, du serverless, telle ou telle techno? Tu vois, est-ce qu'il y a des choix d'architecture d'architecture technique, j'entends, qu'il faut faire dans cette démarche d'éco-conception et qu'il faut du coup faire a priori plutôt en amont du projet qu'en fin de projet? Ouais, alors toute la partie ops, c'est un peu compliqué parce que ça va aussi avoir des impacts sur la partie dev. Et c'est pas que un choix d'éco-conception, il y a aussi un choix de compétences. Il y a un moment où on maîtrise certains outils, on n'en maîtrise pas d'autres. Et du coup, faire du serverless, tout le monde sait pas faire. Faire du AWS non plus, faire de l'infrastructure gérée soi-même non plus. Enfin, ça va être très centré sur les compétences qui sont disponibles aussi. Mais clairement, c'est intéressant de se poser la question déjà, de se dire qu'est-ce qui va permettre de moins consommer. Et globalement, se diriger vers un cloud plutôt que vers une machine de base, ça va moins consommer parce que les clouds sont ultra optimisés plutôt que votre serveur dans votre garage. Et le serverless a tendance aussi à être beaucoup plus optimisé parce qu'ils vont rentabiliser les machines encore plus que les VM. Une VM, on la prend, on l'utilise, on réserve un certain nombre de CPU, mais on les utilise en général peu. La moyenne qu'avait calculé AWS sur quelques millions de machines, c'était utilisé à moins de 5%. Et du coup, quand on va prendre du serverless,
on va plus gérer une machine, on va envoyer nos charges, nos boulots, notre travail sur le service, et c'est lui qui va gérer où sera exécuté le taf, et c'est lui qui va gérer le parc de machines. Et en général, ils essaient de faire en sorte de pouvoir absorber des pics pour pas être non plus dans les choux quand quelqu'un envoie 2 millions de jobs. Mais ils font quand même en sorte de pas être à 2% d'utilisation parce qu'ils ont une facture énergétique derrière et il faut que ça soit rentable, quoi. Donc ils vont quand même augmenter l'utilisation des machines et donc réduire la consommation de ressources, enfin de matériel. Donc ce qui est quand même intéressant. Donc c'est deux choses à prendre en compte, mais ça a des impacts très directs sur quand on veut faire du serverless, c'est pas la même architecture qui est dans son code, donc ça a un impact direct sur le code. Ça a un impact aussi sur où est-ce qu'on va. On peut pas faire du serverless sur le petit hébergeur de sa ville d'à côté. Donc il faut aussi réfléchir à tout ça. Mais ça commence. Alors, juste avant qu'on avance sur la partie dev, parce qu'il y a un chiffre que tu as sorti que je trouve ouf. C'est-à-dire qu'Amazon, ils ont fait des stats, et en moyenne, les VM sont utilisés en dessous de 5%, t'as dit, c'est ça? J'ai bien entendu? Ouais. Alors après, j'ai pas la source ici, donc à prendre avec des Ouais. pincettes. Mais ouais, c'était il y a plusieurs années que j'avais regardé ça, et effectivement, ça m'avait choqué aussi. Mais j'avais regardé ça parce que moi-même, j'avais une archi sur Amazon, c'était dans ma précédente boîte. Et on avait un taux d'utilisation à 10-15%, quoi. Et on trouvait ça vraiment dommage. On essayait d'augmenter un petit peu le taux d'utilisation tout en pouvant absorber les charges et tout ça. Et du coup, j'avais un peu cherché ce qui se passait ailleurs, quoi. Et en gros, ils conseillent d'être entre 20 et 30%. C'est pas mal, ça permet d'absorber les pics. Mais dans les faits, ouais, il y a plein de machines qui servent à rien. Et puis, ouais, le taux d'utilisation, il est à 5% parce que les gens ont peur. Et du coup, ils ont peur du scale. Et quand on a peur du scale et que ça coûte juste 20 € de plus de prendre une machine 2 fois plus puissante, ils prennent une machine 2 fois plus puissante. Et puis, quand on a vraiment beaucoup de budget, et en fait, se dire je mets 5 000 € dans ma facture AWS et j'ai doublé toutes mes machines, donc où j'ai tout en x2, j'ai tout en plus puissant que ce que j'ai besoin. On se retrouve vite avec des infrastructures qui tiennent la charge, forcément, parce que en fait, elles sont overscale de ouf, quoi. Ouais. Et alors qu'en plus, ce passage à l'échelle, c'est pic. Dans en fait, une bonne partie des cas, ça n'arrive jamais, en fait. Il y a beaucoup de boîtes qui prévoient Ouais. un passage à l'échelle de dingue, et puis en fait, qui vont vivoter pendant 2 ans avant de disparaître. Enfin, c'est un peu violent peut-être comme approche, mais moi je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de services, ouais, qui se posent des questions et qui se disent normalement dans 2 ans, si notre tableau Excel est vrai, on a 2 millions de users, et puis en fait 2 ans après, ils sont toujours 20, quoi. Ne prévoyez pas le scale, vous allez mourir avant. C'est un peu dur à dire, mais oui, ça peut s'entendre. Non, mais plus sérieusement, il faut surtout penser son scale sur la durée. C'est-à-dire que c'est pas on va avoir 2 millions de users dans 2 ans, donc on prévoit une archi pour 2 millions de users maintenant. C'est en fait, là j'ai 1000 utilisateurs, je prévois une archi qui est toute mignonne, et je prévois de pouvoir la faire monter en puissance facilement. C'est surtout ça le scale, c'est savoir monter en puissance. C'est pas juste avoir plein de puissance. C'est là où il y a une grosse différence de compétences Ops, je pense. C'est qu'un Ops dont c'est le boulot, il va surtout faire en sorte de pouvoir rajouter des machines facilement, rajouter des services, rajouter de la base, enfin rajouter de la mémoire. Il saura faire monter et descendre en puissance ses services. Là où quelqu'un qui bidouille dans son coin, il va plutôt faire j'ai besoin d'absorber des pics, je vais prendre le taquet de la puissance, et puis cool, ça passe dans ma facture, quoi. J'aimerais bien recevoir un responsable technique d'un opérateur télécom, parce qu'il y a 15 ans, à peu près, peut-être même plus, j'avais entendu que les opérateurs télécoms, ils dimensionnaient leur réseau pour grosso modo le créneau du 31 décembre à 23h30 jusqu'au 1er janvier à 1h du matin, où en fait, tu as tellement d'appels qui sont passés. En tout cas, à l'époque, il y avait tellement de SMS qui étaient envoyés et tellement de messages qui étaient laissés sur les messageries, en fait, que c'était une explosion complètement hallucinante par rapport au trafic normal. Et que du coup, ils dimensionnaient leur réseau sur toute l'année pour accepter ce pic-là d'1h30 à peu près sur l'année. Enfin, tu vois, donc on est vraiment sur un créneau qui est tellement prévisible que tu peux quand même. Mais bon, tu peux pas changer un réseau télécom tous les 10 mois.
J'imagine qu'aujourd'hui, avec les technos actuels, ça a un petit peu changé. Mais c'est vrai que tu vois, c'est ça la notion de scale parfois qui est prise dans des échelles qui sont disproportionnées, quoi. Ouais, et puis sur les télécoms, globalement, on sort d'une ère d'abondance où l'objectif c'était d'avoir un internet toujours plus rapide, toujours plus disponible pour tout le monde. Et il y a pas mal de réflexions qui sont en train de se mettre en place sur des réseaux qui sont carbon aware, donc qui sont ouais, conscients de l'empreinte carbone, on va dire. Et du coup, ils sont en train de penser à faire des réseaux qui vont scale up et down, parce que tu peux éteindre tes routeurs et tout ça, donc qui ont une consommation. Et du coup, à faire du réseau plus ou moins intermittent, on va dire, quoi. Et j'ai écouté un podcast là-dessus sur Environment Variable, donc c'est en anglais. Et c'était assez intéressant. C'est de l'internet intermittent, en gros, où ça part du constat que c'est déjà utilisé énormément dans tout ce qui est calcul. Interrompre des tâches de calcul et les déplacer et les relancer autre part, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Quand on fait des calculs qui durent plusieurs jours, faut qu'ils puissent s'interrompre et se relancer. Et du coup, pour l'instant, c'est surtout des choses qui sont faites en fonction soit du coût des machines, soit de leur disponibilité. Genre quand on est sur des machines spot sur AWS, elles peuvent s'atteindre n'importe quand. Ils sont en train d'essayer d'inclure un petit peu une composante carbone là-dedans, en se disant peut-être que quand ma grille électrique elle est trop intensive en carbone, qu'on bascule trop sur du charbon, on se coupe et puis on va se mettre plus loin, là où on est plus vert, ou même juste Ouais. on coupe et on reprendra quand ça sera vert, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, il faut qu'on se mette peut-être dans la tête que petit à petit, on va avoir des services qui vont apparaître, qui vont nous dire, bah en fait, désolé, on a atteint notre seuil maximum. Pour pas dégrader le service des autres, on n'accepte pas de nouveaux clients. Le temps de, enfin, tu vois, une espèce de Mm. des fonctionnements avec des features qui arrivent, des listes d'attente, pas uniquement pour s'inscrire, tu vois, peut-être juste en disant, bah désolé, entre 20h et 22h sur Netflix, il n'y a plus que X milliers de personnes qui peuvent se connecter et au-delà, ce sera pour demain, quoi. Alors je pense que ce système contraignant, il verra peut-être le jour, hein, j'en sais rien, mais pas tout de suite. Je pense qu'avant ça, il y a plein d'autres choses qui vont venir. Par exemple, il y a déjà des sites qui fonctionnent à l'énergie solaire, c'est-à-dire qu'ils ont leur petit serveur en mode Raspberry qui est alimenté par des panneaux solaires. Et le site, il est derrière un petit CDN et le site est down quand il n'y a plus d'énergie solaire. Donc tu as des sites qui fonctionnent que au solaire. C'est un concept intéressant. C'est pas scalable pour des entreprises, clairement. Mais par contre, pour des entreprises, qu'on peut réfléchir, c'est est-ce que mon site il est utilisé la nuit? Et on se rendra compte que probablement non. Ou même d'un point de vue dev, est-ce que mes serveurs de recettes, en général, on a une architecture quasiment miroir de la prod. Mm. Est-ce que tous ces serveurs de dev, ils servent la nuit? Est-ce qu'ils servent H24? Est-ce qu'on pourrait pas juste les faire tourner de 8h à 20h, de 7h à 20h pour les leftos, et de se dire, bah en fait, le reste du temps, ils sont éteints et ça consomme plus, quoi. Et Ouais. là, c'est encore un avantage du serverless, c'est que du coup, bah, si on est sur du serverless en staging, globalement, ça consomme pas quand on l'utilise pas, donc c'est cool. Mais du coup, il y a peut-être une réflexion à faire sur du service intermittent, mais comme un magasin, il ferme la nuit, peut-être que ton site, il sert à une personne la nuit et puis 4000 personnes le jour, bah, peut-être que cette personne-là, on va lui dire reviens le jour. Alors du coup, pour avancer sur le sujet de la partie plus technique, tu avais commencé à nous lister peut-être des choses à faire sur la partie dev pure, entre guillemets, quand tu es vraiment en train de coder. C'est quoi un peu les best practices pour aller dans une démarche d'éco-conception? Alors quand j'aborde cette partie, en général, les devs, ils sont déçus. Du coup, je vais quand même l'aborder, mais d'un point de vue code, faire des trucs optimisés. Globalement, si notre code est lent, il va consommer du CPU et il va consommer de la RAM. Mais en fait, ça, j'ai pas spécialement besoin de le dire à des devs, parce que quand ton code est pas optimisé, ça t'embête déjà. Donc j'apprends rien de neuf. Juste bien faire son boulot, ça fait du code optimisé. Et ça fait du code green. Par contre, ce qui peut être un peu plus intéressant, et là ça va s'adresser à des gens qui vont toucher du front, c'est tout ce qui est média, donc CSS, JS, images, vidéo, enfin tout ça. Tout ce qu'on transmet en fait à l'utilisateur, tout ce qui va passer dans les câbles réseau. Là, c'est intéressant d'essayer de réduire au maximum la taille de ce qu'on fait transférer, quoi. Donc ça veut dire réduire, minimiser les CSS et les JS, enlever le code inutilisé,
Ça veut dire compresser les images. On se rend compte que souvent, elles ne le sont pas correctement. Donc un JPEG, on peut le recompresser. Ça veut dire tailler les images à la bonne taille. Quand on réduit, quand on envoie une image qui fait 4000 par 2000 et qu'on l'affiche en 500 par 250, et ben en fait, elle est 8 fois trop grosse, quoi. Donc c'est dommage. Sur les images, on peut aussi utiliser tout ce qui est nouveau format d'image. Donc classiquement, on a du JPEG, du PNG et du GIF éventuellement, de moins en moins, et du SVG. Le SVG, c'est trop cool, faites-en. Mais il y a des nouveaux formats comme WebP et AVIF qui sont de plus en plus supportés. Donc WebP, genre il a 93 ou 94% de taux de support sur les navigateurs. Et Ça, AVIF, c'est une techno de Google, je crois, WebP, non? c'est eux qui ont poussé ça. Et AVIF, ça a été poussé, je sais pas qui l'a poussé, AVIF pour le coup, mais il y a un support de 75% à peu près. Et en gros, il y a moyen de faire des fallbacks. Donc en gros, on calcule les 3 images, on les met à disposition, et dans notre code, on fait un tag picture avec des images SRC7. Et du coup, le navigateur, il va aller chercher la première qu'il comprend. Donc si on met d'abord AVIF, puis WebP, puis JPEG, et ben IE6, il va pas comprendre, il va même pas comprendre le tag picture, il va juste chercher la dernière image déjà. Mais si on prend un vieux Firefox ou un vieux Chrome, ils comprennent pas le AVIF, bah, ils vont prendre le WebP qu'ils comprennent, et c'est pareil pour les récents, ils vont voir AVIF direct, je prends ça, quoi. Et du coup, ça permet de transférer l'image au format le plus compressé qui est compris par l'utilisateur. Donc ça, c'est pas mal. Et ces images SRC7, on peut aussi les utiliser pour retailler les images en live. Donc mettre à disposition, enfin pas en live, mettre à disposition plusieurs images de tailles différentes. Et notamment dire, bah, si ton écran, c'est un écran portable, là, bah, télécharge l'image qui est 4 fois plus petite. Parce qu'en fait, ton écran, il est tout petit, donc on s'en fiche d'avoir du 18K sur ton écran, quoi. Et du coup, c'est un peu des pratiques à essayer de mettre en place. C'est pas compliqué à faire. Globalement, il faut juste se palucher une demi-journée de doc, et puis c'est bon, on est OP sur tout ce qui est image et même vidéo, quoi. Mais après, c'est un réflexe à avoir sur tout ce qu'on fait. C'est ça qui est compliqué, c'est que dès qu'on va inclure une image, on va pas forcément y penser, et ça concerne toutes les images, quoi, même les plus insignifiantes. C'est intéressant de se dire, est-ce que je peux pas mieux la compresser, est-ce que je peux pas intégrer un format nouvelle génération qui est plus compressé, est-ce qu'en fait ça aurait pas dû être un SVG, et du coup j'aurais dû diminuer par 10 la taille de mon image, enfin voilà, c'est un peu tout ça. T'as eu au début de ton exemple, t'as parlé d'IE6. Je sais qu'il y a forcément des devs dans l'assistance qui ont un petit sourire quand t'as dit que IE6 ne comprendrait même pas le premier élément. C'est forcément une phrase qu'il y a des gens que ça fait tiquer. Mais tu vois, le fait que tu évoques IE6 et que tu évoques Firefox, est-ce que dans cette démarche d'éco-conception, il faut envisager une rétrocompatibilité jusqu'à IE6, jusque-là, ou c'était juste pour l'exemple que tu évoquais ces deux navigateurs? C'est un peu les deux. Il y a un peu de provoque, parce que IE6, c'est la bête noire de tous les développeurs et développeuses depuis des dizaines d'années. Mais il y a aussi, faut toujours se retourner vers ses utilisateurs. Qu'est-ce qu'utilisent mes utilisateurs comme navigateur? Est-ce que j'ai vraiment des gens qui vont utiliser des trucs qui sont très vieux? Bon, IE6, je pense que non, il est définitivement mort, en France en tout cas. Quoique peut-être pas dans certaines administrations. Mais du coup, c'est qu'est-ce qu'utilisent mes utilisateurs? Est-ce que si je m'intéresse à tous mes utilisateurs, est-ce que certains sont sur des très vieux appareils qui ont des vieux navigateurs? C'est quoi la proportion? Est-ce que je veux handicaper ces personnes-là au point qu'ils aient envie de changer éventuellement de PC? Parce que c'est ça l'impact, c'est si on les supporte pas, ça va les pousser à renouveler leur matériel qui est fonctionnel. Ouais. Donc c'est ça un petit peu l'objectif, c'est ça pousse à de l'obsolescence quand on ne supporte pas les vieux navigateurs. Enfin, fonctionnel, on parle d'IE6 quand même. J'étais obligé de la faire. J'étais obligé de la faire. Je n'enlève pas. Mais ouais, il faut un petit peu se poser cette question de à quel point on a des utilisateurs qui ont des appareils vieillissants avec des navigateurs vieillissants, quoi. Ouais. Et ça, faut prendre en compte la version du navigateur, mais aussi la performance. Un vieux navigateur, ça veut probablement dire un vieux PC qui a une performance qui est limitée. Donc faire tourner un Angular avec des animations, peut-être qu'il tire la langue, le truc, quoi. Et ça se joue aussi sur la partie. Tu parlais tout à l'heure de faire en sorte de minifier tes fichiers JS, JavaScript, tes images et compagnie.
Quand tu as un vieux navigateur, on peut aussi supposer que tu as une vieille connexion. Tu as peu de chances d'avoir un Pentium 300 MHz avec une connexion fibre à côté. Donc, tu as aussi peu de chances comme ça d'avoir. Donc, cette optimisation, en fait, elle est vraiment avoir pardon, j'arrive pas à faire ma phrase. Il faut vraiment avoir une optimisation globale de toute la chaîne. Tu as aussi bien le nombre de transmissions que la quantité transmise, que le nombre de calculs qui sont faits, que l'accessibilité des API que tu utilises, en fait. Ouais, carrément. Et puis en plus, il faut se dire que quand on transmet 2 mégas de JavaScript, bah, ce JavaScript, il va devoir être décompressé, il va devoir être lu, il va devoir être interprété. Et ça, c'est de la puissance de calcul qui est consommée sur l'appareil de l'utilisateur. Et peut-être qu'il l'a pas. Et même s'il l'a, quand bien même il l'aurait, sur un autre portable, ça va pomper la batterie. C'est jamais bon de se dire qu'on est en mode open bar, on peut transférer tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Et donc sur la partie optimisation réseau, donc on a parlé du volume de choses transmises. Est-ce que du coup tu as aussi des règles sur le nombre d'allers-retours ou à partir du moment où tu réduis le volume, on peut considérer que si tu envoies du JSON pour juste mettre à jour quelques éléments de la page plutôt que d'envoyer la page entière, ça suffit comme principe de précaution? Ouais, c'est mieux d'éviter d'avoir 50 allers-retours. Si je prends un exemple un peu idiot, c'est si tu as un tableau avec 50 entrées et que tu hydrates chaque entrée une par une en faisant un appel AJAX à chaque fois, forcément ça sera ça sera nul. Que ce soit... Et puis ce sera long de manière générale, Oui, même voilà, si les appels sont rapides. Les ça 50 successifs, ça va. ça sera long, ça sera pas écologique, ça sera pas économique, ça sera rien du tout. Donc globalement, ouais, faut essayer de faire en sorte que ça soit le plus logique possible, j'ai envie de dire. Après, faut pas non plus se dire que je peux faire que un aller-retour pour tout afficher, parce que du coup, on n'a plus d'intérêt à utiliser du React ou ce genre de choses qui justement permettent d'hydrater avec des petites parties. Mais du coup, ouais, faut essayer de se remettre un petit peu en... C'est quoi l'objectif fonctionnel de cet appel-là? Et du coup, essayer de regrouper, genre tout un tableau, ben, on va essayer de choper toute la data d'un coup pour l'envoyer d'un coup, quoi. Et du coup, peut-être faire plus de choses côté back pour hydrater la donnée. Okay. Sur tous les éléments que tu as évoqués, donc on a parlé de la partie réseau, de la partie perf, de la partie conception, de l'accessibilité, où on a fait un panel large. On a parlé un petit peu aussi de la partie ops. C'est quoi aujourd'hui dans le numérique? C'est quoi l'élément qui a le plus gros impact? On va prendre de manière très pragmatique l'aspect le plus urgent, donc qui a le plus gros impact en gaz à effet de serre. Donc quel élément a ce plus gros impact-là, et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrebalancer ou en tout cas améliorer l'impact qu'on peut avoir là-dessus? Quand tu parles d'impact, tu parles de la répartition des consommations CO2 sur le numérique? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que est-ce que entre guillemets, le problème, il est plus côté ops dans les machines serveurs? Est-ce que c'est plus la transmission de l'info? Est-ce que c'est plus chez le client où du coup, il faut faire en sorte je sais pas, qu'on ait tous que des vieux appareils? Tu vois, c'est quoi l'endroit qui va générer le plus de CO2 et sur lequel du coup on peut agir le plus directement? Alors, c'est de mémoire, donc les chiffres vont être très vagues, mais c'est sorti d'une étude qui a été faite par Green IT. Donc ils ont fait une étude sur le numérique responsable, et grosso modo, l'impact, c'est 60%, ça vient des terminaux utilisateurs. Donc la production des terminaux, du coup le renouvellement et puis la consommation de batterie, tout ça. Alors consommation énergétique. Et après, c'est à peu près un peu plus de 20% pour le réseau et un peu moins de 20% pour les data centers, il me semble, un truc comme ça. Et donc à chaque fois, ça prend le scope 3, donc c'est-à-dire production, sourçage des matériaux, renouvellement, fin de vie, tout ça, quoi. Donc vraiment le cycle large de vie du produit, quoi. Ouais, carrément. Et ça, du coup, quand tu dis Green IT, c'est le Green IT de Frédéric Bordage, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Oui, parce que je l'avais reçu c'était au début du podcast, donc c'était il y a presque 3 ans maintenant. Et il avait évoqué ça, en fait, que quand on dit que Netflix est le plus gros pollueur du numérique, c'est au final assez faux parce que le fait qu'ils stockent leurs données dans des data centers,
c'est pas ce qui consomme le plus. Le réseau, ils font quand même une transmission qui est assez optimisée. Mm. Et qu'en fait, lui, il disait carrément que c'était du greenwashing, en fait, que le problème n'était pas chez Netflix, le problème, il était ailleurs, quoi. Ouais, bah, Netflix, après, c'est un gros acteur du numérique, donc forcément, ils ont un gros impact. Et ouais, ils sont faciles à taper, on va dire. Je pense que c'est surtout ça qui est pratique pour les gens. C'est quelque chose qui est très visible. C'est du streaming, tout le monde connaît, tout le monde l'utilise. Donc on a l'impression que c'est énorme. C'est de la vidéo, donc c'est des gros fichiers. Donc, tout le monde a l'impression que c'est ça qui pollue le plus et que du coup, c'est eux les pollueurs de l'Internet. Sauf que Internet, ça existait bien avant Netflix. Qu'ils étaient encore en train de vendre des DVD, que c'était déjà là, Internet. Et en fait, plus que eux, eux, ils sont juste utilisateurs de l'Internet, j'ai envie de dire. En dessous de ça, il y a les gens qui font tirer les câbles. Enfin, en gros, c'est les opérateurs télécoms qu'on appelle les Tier 1, qui font tout ce qui est communication internationale et enfin, qui traversent les frontières et tout ça. Eux, ils sont aussi extrêmement pollueurs. Enfin, pollueurs parce que c'est eux qui tirent les infrastructures. Donc, il y a pas mal de BTP là-dedans, il y a pas mal de matériaux. Et après, c'est aussi des acteurs comme Google, Amazon, Facebook, qui sont des ultra consommateurs de pubs et de matériel. Enfin, AWS, globalement, ils hébergent peut-être la moitié du monde. Enfin, je sais pas. On va faire le calcul, probablement pas la moitié du monde, mais il y a énormément de gens sur AWS. Si on compte AWS, GCP et Azure, tous ensemble, ils sont énormes. Et se dire que si eux, leur data center deviennent green, là, il y a un impact qui est assez fou, je pense. Donc, c'est assez cool. Mais en vrai, en interne aussi, ils ont des intérêts à faire ça de plus en plus green parce que des data centers qui consomment moins, c'est moins de factures énergétiques pour eux, donc c'est plus de marge. Donc, il y a aussi ça ils ont un incentive de thunes direct, quoi. Donc, on peut espérer que ça aille vers le bon sens, quoi. Ce qui est presque... alors, il y a plusieurs épisodes où j'évoque entre guillemets ce paradoxe. C'est qu'en fait, tu vois, tu nous dis que le dev qui fait de l'éco-conception, en fait, c'est juste un dev qui fait du code qui est optimisé en termes de performance. Donc, c'est entre guillemets ce qu'on a tous déjà envie de faire. Qu'un hébergement éco-responsable, c'est un hébergement qui consomme le moins de ressources, donc qui est le moins cher. Ce qui est au final, en général, ce qu'on essaye de faire aussi. Et malgré tout, on est quand même dans la situation où on est aujourd'hui, où en fait, il y a effectivement, il y a un impact désastreux de tous ces systèmes sur l'environnement. Donc aujourd'hui, ça s'explique par le fait qu'en fait, on a trop d'appareils mobiles, on a un renouvellement trop rapide de nos appareils mobiles. C'est vraiment cette surconsommation de devices qui pose problème. Il y a deux choses, ouais. Il y a la surconsommation de devices qui est poussée par l'obsolescence, mais d'un point de vue, l'obsolescence, elle est provoquée par les devs qui font des trucs pas très efficaces. Elle est provoquée par l'obsolescence programmée, même si maintenant c'est devenu illégal, les appareils ils claquent plus comme ça maintenant. Donc, je crois que maintenant, genre 80% des appareils mobiles qui vont à la benne, ils sont encore fonctionnels, donc c'est plus trop de l'obsolescence programmée qu'on a maintenant. Mais c'est surtout de l'obsolescence de mode. Enfin, quand le dernier iPhone sort, il y a plein de gens qui vont l'acheter alors qu'ils ont déjà un téléphone qui marche très très bien. Il y a toutes leurs applications qui fonctionnent dessus. Et ils vont claquer un SMIC entier là-dedans. Et tu fais, mais pourquoi? Et en fait, c'est un effet de mode, c'est un effet de pub. Enfin, c'est là-dessus, enfin, sur toute la partie. En gros, dans tout ce qui est écologie, il y a la pub qui est souvent pointée du doigt parce qu'elle pousse à la consommation et c'est juste un non-sens écologique. Et donc, dans tous les secteurs, la pub, elle impacte. Et pareil, dans le numérique, c'est la pub qui va t'inciter à aller changer de téléphone parce qu'il a un écran plus grand, plus plat, plus beau, plus de cas, plus de mémoire. Enfin, voilà, il y a plein d'arguments que la pub va trouver pour te faire changer de téléphone. Et globalement, c'est un des plus gros impacts, je pense. Si on élargit un peu notre champ, si on réussissait à faire en sorte que la pub soit plus raisonnable, probablement que l'impact du numérique serait beaucoup plus raisonnable lui aussi. Ouais. On a parlé du coup d'accessibilité, on a parlé aussi de tous ces aspects d'éthique qui sont importants dans cette démarche d'éco-conception. Du coup, pour toi, les sujets RGPD, ça fait partie de l'éco-conception, ce respect de la vie privée? Ouais, j'aime bien les aborder aussi, parce que globalement, pour faire de l'éco-conception, tout ce qui est hébergeur AWS, Google et Azure,
Ils affichent beaucoup de neutralité carbone et tout ça, mais c'est beaucoup basé sur de l'offset, enfin de la compensation carbone et de l'achat d'électricité verte. Donc c'est un peu de la poudre de perlimpinpin, quoi. C'est quand on s'intéresse à l'écologie. En gros, ils achètent du green, mais c'est pas eux qu'en font. Donc ils vont acheter le green autre part. Et du coup, essayer de s'intéresser plutôt à des hébergeurs qui font vraiment du green, c'est ça qui est chouette, parce qu'ils vont faire en sorte de consommer le moins possible en refroidissement, de s'implanter à côté de production d'énergie verte, et voire même d'installer leur propre production d'énergie verte. Enfin, voilà, donc il y a plein d'hébergeurs qui essaient de faire des choses là-dessus. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de rediriger des gens vers ces hébergeurs-là. Et là où c'est plutôt compliqué quand on veut leur parler scale, sécurité et tout ça, eh ben, on peut sortir la petite carte RGPD et leur dire, bah, en fait, quand tu es sur AWS, il y a un petit truc qui s'appelle le Patriot Act qui peut rentrer en ligne de compte, et du coup, toutes tes données peuvent être siphonnées et puis balancées à la justice américaine. Et ça, en termes de RGPD, c'est pas fifou. Et du coup, j'essaie de jouer un petit peu sur cette corde quand j'essaie de rapatrier des gens sur des hébergeurs plus européens, ou voire même français, un petit peu de souveraineté numérique, quoi, ça fait pas de mal. Et après, on a des exemples, on n'a pas encore d'exemples où des gens se sont fait tacler sur du AWS ou du Google, enfin du GCP. Par contre, on a des exemples sur du Google Analytics. Il y a des sites français qui se sont fait tacler parce qu'ils utilisaient Google Analytics. Et c'est intéressant de se dire que ça avance comme ça. Du coup, ils ont dû changer d'analytics, ils ont eu une mise en demeure de changer d'analytics sous 2-3 mois, sinon, petite amende qui va bien. Parce que les données de Google, on ne sait pas trop ce qui se passe, et surtout, Analytics, c'est forcément envoyé aux US, les données. Et du coup, le contrôle, il est un petit peu perdu là-dessus. Et c'est ça qui est pointé du doigt. Je vois. Pour terminer, donc toi tu travailles aujourd'hui chez The Tribe, qui est une agence. Je suis moi-même chez Cosa Vostra, qui est une autre agence. Est-ce que dans ta perception, il y a encore un besoin on va dire, d'évangélisation, en tout cas d'éducation des clients, pour qu'ils prennent en compte ces sujets-là, c'est-à-dire que pour leur vendre les quelques jours en plus que pour présenter l'éco-conception ou l'accessibilité ou RGPD, enfin tous ces sujets-là, où aujourd'hui ça fait quand même partie d'une espèce de norme que les gens acceptent ou voire même réclament. Alors, il y a quelques clients qui réclament de l'éco-conception, mais c'est marginal. Beaucoup sont sensibles à ça, mais il faudrait pas que ça leur coûte trop d'argent quand même. Donc c'est un petit peu ça le problème, c'est comment réussir à les amener à des choses sur l'éco-conception sans que ça apporte de coûts en plus. Donc on essaie de ménager la chèvre et le chou, on va dire, hein, et de faire des concessions des deux côtés. Mais ouais, c'est quelque chose qui parle aux gens, mais c'est pas encore suffisamment un sujet assez important pour qu'ils y mettent de l'argent, quoi. Souvent, c'est un peu ça ce qui se passe. Et si on fait le parallèle avec les RGPD, ce qui change, c'est que les RGPD, on peut être contrôlé, on peut y avoir des impacts juridiques avec des amendes. Et du coup, là, par exemple, ils sont plutôt demandeurs, parce qu'ils veulent être sûrs de ne pas se prendre une prune par la suite s'il y a une plainte, quoi. Ils veulent être sûrs d'être dans les clous. Mais c'est juste une contrainte juridique, quoi. Comme il n'y a pas de contrainte sur tout ce qui est éco-conception, ils ont envie d'avoir une bonne conscience. Donc il y a toujours, j'ai envie que ça soit green, mais j'ai pas envie de payer pour. Ouais. C'est plutôt ça, pour l'instant, la position standard des clients, quoi. Il y a, je trouve, aussi, comment dire, c'est-à-dire que la partie écologique de l'éco-conception est assez bien acceptée. Parfois, effectivement, ils vont dire oui, c'est bien, mais c'est pas important. L'accessibilité, en revanche, ça, assez souvent, c'est vraiment, c'est même pas qu'ils te disent oui, c'est bien, mais c'est pas important. C'est que t'en as qui te disent carrément, on s'en fout, on vire, quoi. Ouais, carrément. Ouais, bah ça c'est compliqué, parce que oui, beaucoup de gens se disent en fait, le handicap, ça n'existe pas. Ils se trompent lourdement. Il y a énormément de gens, si vous connaissez plus de 10 personnes, il y a de très fortes chances qu'il y en ait une qui ait un handicap, pas forcément visible, mais quand même un handicap. Et en fait, c'est quelque chose qui accompagne les gens dans leur vie tout au long dans votre vie même, vous pouvez devenir handicapé de façon
même si c'est que passager, hein, on se pète un bras, on a une situation de handicap, on peut plus manipuler pareil notre ordinateur, on peut plus tenir la souris, il se passe des choses, quoi. On va commencer à utiliser la tabulation avec la main gauche pour pouvoir naviguer, bah, en fait, ça a un impact sur pas forcément que des gens qui sont en situation de handicap. Enfin, on imagine les gens en fauteuil roulant, les gens sourds, Ouais, c'est ça. mais en fait, il y a plein de niveaux de handicap et se péter une jambe ou se péter un bras et avoir 6 mois dans le plâtre, et ben c'est aussi un handicap. Et je pense que ces gens-là, qui ont ces accidents de vie, se rendent beaucoup plus compte de la situation que peuvent vivre des gens toute leur vie, du coup, euh, et qui est vraiment très très problématique d'être exclu d'énormément de lieux et dans notre cas, d'applications, de services. Le pire que j'ai entendu là-dessus, c'est une histoire assez récente. Pour des raisons évidentes de confidentialité, je peux pas dire à quelle agence c'est arrivé, ni quelle entreprise. Mais c'était une entreprise qui était quand même, qui rendait un service auprès des personnes en situation de handicap. Je peux pas en dire plus parce que sinon on pourra retrouver qui c'est, mais et dans les critères de sélection des prestataires sur la réalisation du site, l'accessibilité était reléguée genre au niveau 5 ou 6, tu vois, alors que c'est quand même la base. Leurs clients principaux, c'était des gens en situation de handicap, et pourtant, le surplus de l'accessibilité était considéré comme presque comme, comme une pénalité sur ton devis, quoi. C'est triste parce que en plus, enfin, moi j'ai envie de dire, quand on est une agence classique, on parle d'accessibilité, on en fait un peu, mais on fait un petit peu joujou dans la cour des grands, quoi. En vrai, c'est un sujet qui est extrêmement complexe parce qu'il y a des centaines de handicaps différents à prendre en compte, qui ont des impacts différents sur les applications. Et ouais, si le public visé, c'est les personnes en situation de handicap, avoir quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là, ça me paraît essentiel, parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte, que ce soit en termes visuels, en termes moteurs, enfin, il y a tellement de choses. Ou des problèmes aussi d'attention, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de texte, que le texte soit suffisamment simple. Enfin, il y a plein de choses à prendre en ligne de compte. C'est le contenu, c'est les graphismes, c'est la navigation. C'est penser à tout en même temps. C'est un métier, quoi. Enfin, Ouais, il y a clairement carrément. des gens pour qui c'est le métier. Et c'est vraiment triste de se dire que enfin, une boîte qui développe quelque chose pour des personnes en situation de handicap va mettre pas ça en premier, quoi. Ou en deuxième, hein, je sais pas, peut-être qu'il y avait des Ouais, très très intéressants en haut, hein, mais quand même. ouais. Merci beaucoup, Benoît, pour cet échange. Avant de conclure, je voulais savoir, est-ce qu'il y aurait une ressource, ça peut être un livre, une chaîne YouTube, une chaîne TikTok, un podcast, ce que tu veux, que tu aimerais conseiller aux auditeurs de ce podcast pour avancer sur l'éco-conception, en apprendre plus et se mettre, j'ai envie de dire, au vert. C'était facile. Alors moi j'ai plusieurs ressources que je vais conseiller. Il y a premièrement un Slack sur lequel je suis qui s'appelle climatetech.action. Et il n'est pas hyper actif, hein. Il y a à peu près 5000 personnes dessus, mais on peut lire, je sais pas, 2-3 messages par jour, hein, c'est pas non plus la folie. Mais du coup, il y a plein de gens qui partagent des études, qui partagent des news, donc ça fait un petit peu de veille sur le sujet. C'est plutôt intéressant. C'est une communauté qui est très diverse avec des product managers, des ops, des designers, des devs, il y a un peu de tout. C'est international, donc c'est en anglais, même s'il y a un salon français, mais il est un peu mort. Mais du coup, ça c'est intéressant. Ça permet de se tenir un petit peu au jus sans effort. Alors, tu nous as dit climatetech.action. Moi, j'ai trouvé un climateaction.tech. Ah, c'est peut-être C'est celui-là, ouais. c'est peut-être Attends. celui-là, ok, d'accord. Ouais, je pense que c'est celui-là. Climateaction.tech, tout à fait. Il y a ça. Moi, je suis un podcast, encore une fois en anglais, qui s'appelle Environment Variable, que je trouve vachement intéressant et qui, en général, ils invitent des gens qui sont un peu capés et puis qui sont dans des grosses structures. Donc, on a un petit peu la vie de vrais gens dans des structures du style Azure, du style VMware. Enfin, voilà, des gens qui ont un petit peu d'impact et qui sont chargés de bosser sur des sujets d'écologie au sein de ces boîtes-là. Donc c'est intéressant de voir ce qui se passe aussi en interne chez eux. Voilà, ça j'aime bien ce podcast-là, mais encore une fois en anglais, donc désolé pour les non-anglophones. Et je cherche une ressource française que je suis. J'en ai pas trop en fait.
Bon, en anglais, c'est bien aussi. Hein. Ouais, non, mais voilà. Non, j'en ai Eh pas ben, d'autres. top. Eh ben, top. Merci beaucoup, Benoît. J'aurais du coup une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? 4 espaces, Team Python. 4 espaces. Très bien. Merci beaucoup, Benoît. Avec plaisir. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, vous le savez, l'éco-conception, c'est un sujet qui est hyper important. Cette démarche green, elle est indispensable. Comme on l'a vu, l'éco-conception, c'est pas uniquement la partie écologique, il y a aussi tout ce qui est accessibilité, tout ce qui est inclusivité. Et vous le savez, ce sont des sujets qui me sont chers. Donc, je vous invite à aller consulter toutes les ressources conseillées par Benoît pour aller plus loin sur le sujet. Et du coup, je vous invite à partager pas uniquement le podcast IFTTD, mais peut-être spécifiquement cet épisode-là pour que plus de gens s'y mettent, pour que peut-être votre tech lead, s'il n'y est pas, ou votre CTO, s'il n'y est pas, ou votre direction, si elle n'y est pas, partagez cet épisode un petit peu peut-être au-dessus de vous, sur tous ces échelons-là, pardon, pour qu'effectivement tout le monde s'y mette et que petit à petit, on devienne meilleur et comme ça qu'on dirige par l'exemple tout ce qu'on peut traîner avec cette tech qui est quand même présente aujourd'hui partout. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous. Et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site iftttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.